9h06, nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Marc de Basquiat, ingénieur économiste. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le co-auteur avec Gaspard Koenig du livre Libère un revenu de liberté pour tous, voilà, aux éditions de l'Onde. Voilà pour le livre, donc un revenu de liberté pour tous. Libère, on va justement en parler de ce revenu de liberté. Tout d'abord, la Finlande va expérimenter justement, là elle est en train d'expérimenter un système de revenu universel, c'est-à-dire une allocation de base versée à tous d'un montant de 1000 euros. C'est un concept de revenu universel, vous appelez ça vous le revenu de liberté, que vous expérimentez, en tout cas dont vous parlez dans ce livre. Expliquez-nous un petit peu d'où est venue cette idée donc de revenu de liberté. Alors c'est une idée qui est ancienne. Si on remonte dans l'histoire, on peut remonter à 1795. Vous voyez que ce n'est pas un sujet récent. 1795, c'est un écrit de Thomas Paine, qui est quelqu'un qui est un Anglais d'origine, qui a travaillé sur la Révolution américaine, sur la Révolution française, qui est un acteur de cette période-là. Et dans son texte La justice agraire, il a expliqué que les gens étant dépossédés de la terre, il était nécessaire que l'État puisse compenser cette perte. Et donc, plutôt qu'un système d'aumône qui existait à l'époque, et on peut dire aujourd'hui sur le RSA, il faut plutôt raisonner sur le droit de chacun à avoir un revenu permettant d'exister. Et donc, voilà, une liberté réelle par le fait qu'on a un revenu. Et ça, c'est la racine. Et depuis, de nombreux auteurs, il y a quelques livres ici, de nombreux auteurs ont écrit sur le sujet, en particulier Milton Friedman, qui est un économiste bien connu américain, qui en 1962 a écrit donc, Liberté et capitalisme, où justement, il défend l'idée d'un revenu sous forme d'impôt négatif, un revenu distribué à tous, qui permettait d'avoir une liberté réelle. Donc ça c'est pour la théorie, c'est pour l'histoire, mais dans la pratique, en quoi consiste, parce que là vous êtes vu donc, avec ce livre, donc vous expliquez justement ce revenu de liberté, ce revenu universel, qui pourrait être versé donc à tous les citoyens. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est réalisable? Alors, le fait de donner de l'argent à des personnes parce qu'elles sont dans le dénuement, c'est quelque chose qui est bien acquis. Je dirais, dans tous nos pays, on connaît ça, en France le RSA ou d'autres solutions. Donc là-dessus, il y a un consensus évident de toute la classe politique, de toute la population, sur le fait que les personnes qui sont dénuement, il faut les aider. Ensuite, est-ce qu'il faut attendre que les gens soient dans le dénuement pour les aider? C'est ça la grande question. Et en fait, on peut se dire que finalement, la société telle qu'elle est nécessite plus de flexibilité. Mais bien entendu, cette flexibilité a une contrepartie. Il faut également que les personnes soient sécurisées, on parle de flexi-sécurité, sécurisées sur le fait qu'ils ont de quoi assurer leur subsistance et celle de leur famille. Et donc, le fait d'avoir un revenu systématiquement distribué à toute la population, c'est une idée qui devient très sensée. Un revenu, de quoi parlons-nous pour fixer les choses? Si on donnait le niveau du RSA d'une personne seule à toute la population, mettons 450 €, si on met à part le logement, 450 €, ce revenu distribué à tous, la moitié pour les enfants, se finance de manière assez simple par un prélèvement flat tax proportionnel sur tous les revenus de 23%. Bien sûr, ce 23%, ce n'est pas en plus de toute la pression fiscale d'aujourd'hui. C'est en substitution de la pression fiscale que nous connaissons aujourd'hui, avec l'impôt sur le revenu et tous les prélèvements que nous connaissons. Et oui, c'est vrai que cette allocation versée à tous, sans contrepartie, finalement, pour lutter contre la pauvreté, ça semble un vœu pieux, et là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais concrètement, avec un pays qui se bat avec un déficit public abyssal, un chômage conséquent dont on n'arrive pas à se départir, est-ce que c'est réellement applicable en l'état? Alors ce qu'il faut voir, c'est que le système actuel français est un système très complexe, ça tout le monde en convient, et de droite ou de gauche, le constat est tout à fait partagé, avec de nombreux outils, au point de vue fiscal comme au point de vue social, et l'ensemble de ces outils, si on en fait la synthèse, et faire la synthèse du système actuel, c'est un exercice compliqué, et quand je dis compliqué, je devrais dire très compliqué. Donc la synthèse de ce mécanisme-là, de tous ces mécanismes, aboutit à une fonction de redistribution qui finalement est assez simple en réalité. Finalement, quand on fait la synthèse de tout, on obtient, allez, une ligne droite. Parce que les personnes les moins favorisées ont le RSA et que ce RSA diminue en fonction de leurs revenus. Les personnes les plus avantagées payent de l'impôt, et payent de l'impôt de plus en plus selon la hauteur de leurs revenus. Donc finalement, vous voyez la courbe à l'écran, cette ligne moyenne qui est la ligne rouge, c'est la redistribution moyenne de la France. En fonction de son pouvoir d'achat, finalement, on redistribue plus. Voilà. Et si on a moins de moyens, on a plus. Voilà. Et donc, quand on a souvenir de sa classe de mathématiques, le 6e ou 5e, on se rappelle qu'une ligne droite, ça a pour fonction y égale ax plus b. Et b, c'est justement ce revenu de base qu'on distribue à chacun. C'est ce crédit d'impôt universel qu'on donne à tout le monde.
Et le AX, EA, c'est la flat tax de Mais alors, 23%. concrètement, ça se passerait comment? Si donc on passait à cette allocation, donc Mhm. ce revenu de liberté pour tous, donc versé à tout le monde, hein, que ce soit tout le les, monde. les bas revenus comme les hauts revenus, Absolument. ça ferait quoi concrètement dans la société et surtout comment est-ce que vous l'appliquez? Alors, très concrètement, c'est un crédit d'impôt. Un crédit d'impôt, c'est-à-dire que le fisc vous reconnaît 450 € par mois, par adulte, et la moitié par enfant tous les mois. Et donc cette somme est virée sur votre compte en banque, systématiquement, tous les mois, sans aucune difficulté, systématique. Et par ailleurs, le fisc, toujours lui, prélève sur tous les revenus, comme c'est fait aujourd'hui sur la fiche de paye et sur d'autres revenus, 23%, systématiquement tous les mois. Donc vous avez bien quelque chose qui est en deux mouvements, ce crédit d'impôt distribué à tous, ce prélèvement de 23% sur tous les revenus, qui, les deux s'additionnant, forment cette fameuse ligne droite. Alors, on a plusieurs personnes hein, qui sont, par exemple, pour une réforme fiscale. Hein. On parle beaucoup de l'impôt sur le revenu actuellement, qui serait payé par tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on n'a que finalement 45%, hein, 46% qui payent cet impôt sur le revenu. Est-ce qu'avec finalement ce revenu de liberté, est-ce que ça changerait un petit peu la donne sur l'impôt sur le revenu? Est-ce que vous êtes d'accord, vous, par exemple, avec ce principe de faire en sorte que tout le monde paye l'impôt sur le revenu? Mais si nous faisons une nation, si nous faisons un corps social homogène, il est certain que le fait que chacun reçoive ce revenu universel, c'est un moyen d'intégration de la population. Mais également, le fait de payer de l'impôt, c'est je suis acteur de ma société, je participe à hauteur de mes moyens à la société, et donc il est assez légitime de dire que chacun doit payer l'impôt à hauteur de ses moyens, bien entendu. Donc vous êtes pour justement l'impôt sur le revenu qui soit applicable à tous? Un impôt applicable à tous. Et donc là, le schéma que je vous prends en libère, mais on peut en inventer beaucoup plus, on peut inventer des choses beaucoup plus compliquées. Mais la chose la plus simple qui puisse exister, c'est 23% sur tous les revenus, 450 € par adulte, 225 par enfant, et vous avez exactement l'équivalent de la moyenne actuelle, et qui se fait de manière tout à fait progressive par rapport au nombre de personnes, au nombre d'enfants, ainsi de suite. Alors Thomas Piketty, qui est vraiment favorable à cette thèse de revenu universel, va écrire le programme économique de Podemos, donc le parti de gauche radicale espagnol. Est-ce que vous pensez finalement que l'Espagne va devenir le nouveau laboratoire de test de ce revenu universel? Alors il n'y a pas que l'Espagne. Il n'y a pas que l'Espagne. Podemos, il y a quelques temps, effectivement, a fait quelques déclarations sur le sujet. Et donc là, un peu moins récemment, mais bon, ça peut revenir. Il y a également tout un mouvement qui a lieu actuellement en Suisse, avec beaucoup de signatures qui ont été récoltées en Suisse sur le sujet. Des villes en Hollande également vont expérimenter une forme de revenu universel également en Hollande. Donc la Finlande, on en a parlé. C'est discuté également aux États-Unis très fortement actuellement. En Californie, on ne parle que de ça. Si vous voulez, c'est un sujet qui est universel. Et quand on réunit les promoteurs de cette idée, ils sont tous les 2 ans quelque part dans le monde. La dernière fois, c'était au Canada. Nous avons des gens vraiment de tous les pays, au Japon, en Indonésie, en Inde, partout. Et donc, on voit bien que c'est un sujet, une lame de fond, de transformer nos systèmes sociaux que nous avons hérités de décennies, pour passer à quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus efficace et clairement redistributif. Or qu'aujourd'hui, on ne sait plus très bien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est la complexité du système français. C'est que, par exemple, si on regarde une fiche de salaire, si on peut l'afficher à l'écran, fiche de salaire français, voilà, il y a énormément de choses. La majorité des Français, d'ailleurs, ne savent pas vraiment à quoi ça consiste et vraiment ce qu'ils payent ou ce qu'ils reçoivent. Ce serait pour clarifier cette situation-là? Alors, ce que nous avons affiché, c'est une fiche de paye simple. Alors, ça peut être pire. Voilà, ça peut être pire. Et quand on regarde les fiches de paye en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs, effectivement, on se rend compte que... Là, c'est l'Angleterre. Voilà, l'Angleterre, la fiche de paye, c'est 4 chiffres, si vous voulez. Donc, oui, mais il y a un système, il y a un souci peut-être de transparence voilà, avec l'employé en France. Transparence, ou alors le fait qu'on va affecter telle ligne à telle dépense, ainsi de suite. C'est assez peu cohérent avec la philosophie même de l'État qui lui dit, voilà, j'ai des ressources financières que j'utilise au mieux des besoins de la population et donc je n'ai pas forcément besoin d'affecter telle ressource à tel emploi. Ça, c'est quelque chose qui, effectivement, heurte un peu un principe de base de l'État. Alors François Hollande aujourd'hui parle donc de baisse d'impôts, hein, ça fait partie de ses promesses, un peu plus de 2 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu donc, va avoir son assiette réduite encore, ne devrait donc toucher plus que 46% des foyers. Ça rapporte aujourd'hui beaucoup moins que la TVA, hein, 74 milliards d'euros contre 139 pour la TVA. Alors est-ce qu'il faut repenser du coup l'impôt sur le revenu? Est-ce que finalement c'est quelque chose dont on devrait même se passer peut-être, passer à autre chose? Tout à fait. Il y a un consensus assez fort parmi les économistes qui est de dire que l'impôt sur le revenu est un mauvais impôt. C'est-à-dire qu'au cours du temps, il a évolué, il est imité, il y a plein d'exceptions, c'est très compliqué.
Globalement, il est peu efficace, c'est-à-dire qu'il ramène peu par rapport au poids. Bon, aujourd'hui, quand quelqu'un se plaint, il se plaint de l'impôt sur le revenu. Il se plaint rarement de la C'est TVA ce qu'on voit en ou de la fait. CSG. Alors que la CSG, comme la TVA, ramène beaucoup plus à l'État que l'impôt sur le revenu. Et on ne parle que de ça, parce que c'est un mauvais impôt, il faut le dire très clairement. Et donc passer à un impôt qui serait flat ou avec des aménagements, avec peut-être des surtaxes éventuellement ponctuelles, pourquoi pas. Mais en tout cas, on sent bien que le système tel qu'il est, l'impôt sur le revenu, est arrivé à l'entrée du cimetière. Et là, à un moment, il faut que quelqu'un le pousse dans le cimetière. Bon, et qu'est-ce que vous pensez, vous, de l'impôt à la source qui devrait voir le jour en 2017? C'est quelque chose de plutôt positif, Bien ça? sûr, l'impôt sur la source, tous les pays modernes utilisent l'impôt sur la source. La France n'est pas un État moderne, c'est malheureux. Donc l'impôt sur la source, la grosse difficulté, c'est l'individualisation de l'impôt. Calculer un impôt en fonction du nombre d'enfants, du statut marital des conjoints, ainsi de suite, c'est quelque chose qui est tout à fait anachronique. Et donc l'impôt à la source marchera très bien le jour où on aura réalisé la transformation en un impôt individuel. Et donc là, ce sera très facile de passer un prélèvement à la source. Merci beaucoup, donc Marc de Basquiat, donc économiste, vous êtes le co-auteur du livre, je rappelle, donc Libère, un revenu de liberté pour tous. Je dois dire que il est passionnant, on le lit avec une facilité, c'est vraiment, on apprend plein de choses, c'est vraiment très très intéressant comme livre, je le recommande. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt. On passe à la suite de Direct Marché.